Alors, donc jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé des problèmes qui étaient modélisables sous forme de graphes. Mais on n'est pas obligé de modéliser tous les problèmes par des graphes. Il y a d'autres moyens outils de modélisation qui permettent d'obtenir une modélisation qui va nous faciliter la vie pour la résolution. Et en particulier, l'une de ces méthodes de modélisation, c'est la programmation linéaire. Alors, il faut savoir que donc la programmation linéaire, donc je vous ai dit, c'est un outil de modélisation, mais qui est vraiment extrêmement utilisé. En particulier, excusez-moi. J'arrive tout de suite, un instant. Ouais, excusez-moi, c'est le défilé des gens qui viennent voir Basile. Alors, donc je vous disais, la programmation linéaire, c'est un outil donc de modélisation, et comme c'est extrêmement utilisé dans l'industrie, il y a eu de nombreux solvers qui ont été développés et optimisés. En particulier, ça permet de traiter des problèmes de très grande taille, et vraiment, il y a des compétitions annuelles. Alors chaque année, je crois d'ailleurs qu'à la RODEF, donc qui est l'association française pour la recherche opérationnelle, il y a enfin c'est la conférence associée, il y a des concours de l'outil le plus performant. Donc on vous donne des instances industrielles, donc par exemple c'est Renault qui arrive ou Air France, avec un vrai problème qu'ils ont, avec des vraies instances, et on va tester les solvers dessus. Et alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a quelqu'un qui fait des solvers SAT qui peuvent être utilisés pour ce type de problème-là, qui est Sweb Barir, et je crois qu'il a gagné une super compétition juste l'an dernier. Donc il a fait un algo de ouf qui éclate un peu tout ce qui existait, donc voilà. Alors, un petit exemple introductif. Donc vous avez un fabricant qui va produire deux types de yaourts à la fraise, donc A et B. Et dans chacun des yaourts, vous allez avoir de la fraise, du lait et du sucre. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Et évidemment, chaque pot de yaourt doit respecter les proportions liées au produit qu'on réalise. Donc il y a un premier yaourt qui va prendre 2 kg de fraises, 1 kg de lait et pas de sucre. Et puis, on a un autre yaourt qui va prendre uniquement 1 kg de fraises, 2 kg de lait et 1 kg de sucre. Alors, le lait en kilo, bon, hein, voilà. Nous, ce qu'on a dans notre stock, c'est 800 kg de fraises, 700 kg de lait et 300 kg de sucre. Bon, d'accord, donc on a un stock. La vente d'un pot de yaourt A et B, ça rapporte 4 € pour un pot de yaourt A, et 5 € pour un pot de yaourt B. L'objectif du fabricant, c'est de maximiser son profit. Donc, vous voyez que là, on est typiquement sur un problème qui ne se modélise pas ou très difficilement par un graphe. On est typiquement sur un problème de production. Alors, les questions qu'on va se poser, c'est sur quelle quantité on va travailler, qu'est-ce qu'on cherche à optimiser et quelles sont les contraintes du problème. Donc pour ça, il va falloir identifier un certain nombre de choses. D'accord ? Sur quelle quantité on peut travailler ? Bon, le stock, il est fixe, donc on ne peut pas le modifier. Le prix, il est déjà fixé, on ne va pas le changer. Notre objectif, ça va toujours être le même, c'est maximiser notre profit. La seule chose sur laquelle on va pouvoir avoir un impact, c'est sur le nombre de pots de yaourt A et le nombre de pots de yaourt B. Donc ces deux choses-là, c'est le nombre de pots A et le nombre de pots B, ce seront nos variables. D'accord ?
Donc, généralement, hein, par exemple, on va les appeler X et on va rajouter en dessous le nom soit du produit, donc là A et B. D'accord? Donc, on aura deux variables, XA et XB, qui vont représenter le nombre de pots de A et le nombre de pots de B qu'on va réaliser. Alors, notre profit, comment on va le calculer, notre profit? Alors déjà, vous avez vu dans l'énoncé, ce qu'on cherche à optimiser, c'est le profit. Et le profit, comment on peut le calculer? Eh bien, c'est le nombre de pots de A fois leur prix de vente et le nombre de pots de B fois leur prix. Donc, on va obtenir une fonction, alors on l'appelle Z historiquement, d'accord, Z, qui est notre fonction objectif, et la valeur de l'expression de cette fonction, ce sera 4 fois XA plus 5 fois XB. Donc, une fois qu'on connaît le nombre de pots de A et de B qu'on va produire, eh bien, on est capable de calculer notre profit. Et c'est cette fonction-là qu'on va essayer d'optimiser. On va optimiser les valeurs de A et de B de telle sorte à ce que cette fonction Z atteigne son maximum. Alors bien sûr, si on cherche à maximiser notre profit, il suffit de dire je produis une infinité de A, une infinité de B, et tout va bien. Mais vous avez vu qu'on avait un stock de matières premières, et que ce stock de matières premières, il est fixe. Donc ça va nous imposer un certain nombre de contraintes. La première contrainte, c'est qu'on a uniquement 800 kg de fraises disponibles. Et que donc, je vous rappelle que quand on a un pot A, on va utiliser 2 kg de fraises. Quand on produit un pot B, on a 1 kg de fraises. Donc, le nombre de pots qu'on va produire, A et B, va être contraint par notre stock de fraises. En particulier, ça va nous faire que, comme XA, une unité de XA prend 2 kg de fraises, et qu'une unité de XB prend 1 kg de fraises, ça va nous faire 2 fois XA plus XB doit être inférieur ou égal à 800. Et donc là, vous voyez que on a une fonction objectif, enfin on a deux variables, on a une fonction objectif qui s'exprime en fonction de ces variables, et ensuite, en fonction de notre stock, on va rajouter des contraintes. Alors, avec le même raisonnement, eh bien, on a une contrainte sur le lait et sur le sucre. Donc, finalement, on a trois contraintes qui sont que 2XA plus XB, donc c'est le nombre de XA et de XB, voilà, la quantité de fraises qu'on va utiliser doit être inférieure à 800, la quantité de lait qu'on va utiliser doit être inférieure à 700, et la quantité de sucre doit être inférieure à 300. Alors, une contrainte qui n'est pas négligeable, mathématiquement parlant, alors humainement, on pourrait se dire on peut s'en passer, mais mathématiquement, on ne peut pas s'en passer, c'est que le nombre d'unités produites de chacun des deux produits est forcément supérieur ou égal à 0. Ça n'a pas de sens de dire je produis moins 2 unités de yaourt A. D'accord? Sauf que mathématiquement, ça aurait pu avoir un sens et ça aurait pu avoir une utilité parce qu'on aurait pu produire moins l'infini de produits B et ce qui nous aurait autorisé à produire une infinité de produits A. Et donc d'avoir un profit qui serait peut-être infini, vous voyez? Ou l'inverse. Donc, on impose que les productions soient supérieures ou égales à 0. Alors, finalement, si on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un programme linéaire, et ce programme linéaire, il s'exprime de la manière suivante. Sur la première ligne, vous allez indiquer le type d'optimisation que vous allez chercher à faire. Soit on souhaite maximiser le problème, enfin notre fonction objectif, soit on cherche à la minimiser. D'accord? Donc généralement, on essaie de maximiser les profits, de minimiser les dépenses. Voilà.
Donc sur un programme linéaire, on a un type d'optimisation, soit la maximisation, soit la minimisation. Ensuite, on a notre fonction objectif, qui est le coût d'unité de XA plus le coût d'unité de XB multiplié à chaque fois par la quantité de XA et la quantité de XB. C'est ça qu'on va chercher à maximiser. On va chercher à maximiser cette fonction sous les contraintes 2XA plus XB inférieur ou égal à 800, XA plus 2XB inférieur ou égal à 700, XB inférieur ou égal à 300, XA, XB sont toutes les deux des quantités positives ou nulles. L'intérêt de ce modèle, c'est que, bon, je vous ai déjà dit, il arrive, on a des solvers qui sont très performants, mais c'est aussi que c'est un problème de une modélisation qui est très souple. Si l'entreprise souhaite produire un nouveau yaourt, eh bien, il nous suffit de rajouter une nouvelle colonne qui concernerait une variable XC. Si on souhaite ajouter des ingrédients, il nous suffit d'ajouter une ligne. Et donc, vous voyez que finalement, tout ça, eh ben, on peut modéliser une production avec un programme linéaire et très facilement, on va obtenir une solution. Donc, généralement, les programmes linéaires sont composés par des variables, une fonction alors économique, objectif, d'accord. Elle n'est pas objective, la fonction. Hein. Je vous rappelle, il y a beaucoup de gens qui disent la fonction objective. Elle manque certainement pas d'objectivité, la fonction, mais c'est notre objectif. Donc on a une fonction économique et une fonction objectif. Et ensuite, vous avez un ensemble de contraintes. Alors, un petit mot, on parle de programme linéaire. En modélisant de cette manière-là, c'est très facile d'avoir des contraintes qui ne seraient pas linéaires. Par exemple, on pourrait avoir, je ne sais pas pourquoi, 4 fois XA au carré. Ça ne serait pas linéaire. D'accord? Donc là, nous, dans le cadre de ce cours, on s'intéresse uniquement au programme linéaire. Voilà. Bon, ça, c'est tout ce que j'ai dit à l'oral, donc on passe. Alors, donc c'est ce que je vous disais, hein, on est forcément dans un programme linéaire. Donc les coefficients sont constants, d'accord? Et nos variables, elles sont linéaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exposants ou de choses exotiques. Voilà. Et ensuite, on fait une hypothèse de continuité, c'est-à-dire que les variables peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle qui respecte les contraintes linéaires. On n'impose pas que le nombre de pots soit entier. Par exemple. On pourra très bien produire 3 pots et demi. Alors, on va voir, si vous avez compris cette modélisation, on va voir comment on peut résoudre ce type de problème. Alors, on va voir deux méthodes de résolution. On va voir une première méthode de résolution qui est dite graphique. Donc là, on va essayer de résoudre le problème à la main. Pour ça, on va utiliser un repère orthonormé, donc un plan, d'accord? Et ce qu'on va dire, c'est qu'on a une première dimension, l'abscisse, qui va représenter le nombre qui va représenter l'une des deux variables, et l'ordonnée qui va représenter l'autre variable. D'accord? Donc comme on a dans notre cas des XA et des XB, bah, disons que les XA c'est l'abscisse et les XB c'est l'ordonnée. Donc si vous faites une production, par exemple, je vais produire 3 pots A et 5 pots B, et ben ça représente le point 3,5. Voilà. Chaque point du plan correspond à une solution.
C'est-à-dire que on va, quel que soit le plan, le point du plan, on peut dire, bah tiens, si je prends le point 7, 8, bah, je pourrais produire 7 produit A et 8 produit B. C'est une solution. Par contre, cette solution peut ne pas être réalisable. C'est-à-dire que, étant donné les contraintes qu'on a sur les fraises, on ne peut pas avoir plus de 300 kg de fraises. Si je considère le point 1000, 1000, c'est une solution, mais elle n'est pas réalisable parce qu'il nous faudrait 3000 kg de fraises pour la réaliser. Alors, ça, c'est notre fonction objectif. Chacune des contraintes, je vais les nommer. C1, C2, C3, C4 et C5. Et je vais vous montrer comment on va pouvoir les représenter graphiquement. Donc, on va prendre un axe, enfin un repère orthonormé, et on va tracer des droites qui vont correspondre aux contraintes de notre problème. Alors là, je vous dis, le point C2, il a comme coordonnée 1,3, d'accord? Tac, tac. Donc l'abscisse, on va dire que c'est les XA. L'ordonnée, c'est les XB, c'est le nombre de produits B. Donc ce point-là correspondrait à dire je vais produire une unité de yaourt A et 3 unités de yaourt B. Donc, dans ma fonction objectif, ça nous ferait 4 fois 1 plus 5 fois 3. D'accord? La fonction objectif, elle est là. C'est 4xa plus 5xb. Donc ce point-là représenterait 4 fois 1, xa, ici, plus 5 xb. xb vaut 3. Donc ça fait 4 fois 1 plus 5 fois 3. Et ça nous fait une valeur de 19, un profit de 19. Alors, chaque contrainte, en fait, peut être vue comme une frontière, un demi-plan, d'accord, qui va contenir tous les points qui respectent la contrainte. D'accord? Quand on dit que le nombre de produits 2 fois XA plus XB doit être inférieur ou égal à 300, eh bien c'est juste qu'on va respecter, on va tracer une droite qui va nous permettre de déterminer l'ensemble des points du demi-plan qui respectent cette contrainte. Voilà. Donc là, c'est un truc que les miagistes n'aiment pas trop généralement, parce qu'il faut se rappeler de comment tracer une droite. Et alors, je peux vous assurer un truc, c'est que la première année où j'ai fait le cours de recherche opérationnelle, j'étais un peu désarmé par le fait que les étudiants n'arrivent pas à tracer la droite. Et sauf que ça s'est répété chaque année. Et chaque année, j'ai de nombreux étudiants qui ont du mal à tracer la droite. Et en fait, j'ai juste compris que ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu de géométrie ou de choses comme ça, que c'est pas compliqué à tracer une droite. Mais vous avez complètement oublié comment faire. Donc, pour tracer une droite, c'est pas très compliqué. Alors déjà, on va remarquer une chose. Là, on va dire que c'est une contrainte, d'accord, que j'ai tracée. La contrainte C2, qui est liée à la quantité de lait. Donc là, cette contrainte, c'est 1 kg de lait pour une unité de XA, 2 kg de lait pour une unité de XB. Et la somme de tout ça, pondérée par le nombre de produits A et B que je réalise, doit être inférieure ou égale à 700. Vous comprenez que quand on va tracer la droite qui correspond à cette contrainte, n'importe quel point situé en dessous va respecter la contrainte. Donc en fait, si on se contente de tracer la droite, c'est-à-dire au lieu de mettre inférieur ou égal, mais égal, ici, donc on transforme en équation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la frontière limite des points qui peuvent être considérés comme étant une solution. Alors, pour tracer la droite, c'est pas compliqué. Vous allez prendre 2 points, d'accord? Vous vérifiez qu'ils respectent
l'équation et vous tracez votre droite. Donc par exemple, quand on va poser xa vaut 100, si xa vaut 100, qu'est-ce que ça implique? Bah, ça implique, on va en déduire la valeur de xb. Si xa vaut 100, xa, c'est égal à 700 moins 2xb. On en déduit la valeur de xb, et donc on en déduit qu'il vaut 300. Donc si xa vaut 100, alors xb vaut 300. Ça nous fait 1 point. On recommence avec une autre valeur. On va poser xa qui vaut 300. 100, 200, 300. Quelle est l'implication sur la valeur de xb? On en déduit la valeur de xb et on voit que c'est 200. 100, 200. On a donc nos 2 points et il suffit de tracer la droite. Ce qui va être intéressant avec ce demi-plan, c'est qu'on a un demi-plan pour chaque contrainte. Et c'est l'intersection de ces demi-plans qui va nous donner l'ensemble des points qui sont des solutions. Donc là, j'ai tracé toutes nos contraintes. Rappelez-vous, on a la contrainte C2 qui induisait tout ce demi-plan-là. D'accord? Tout ce qui est en dessous respectait la contrainte C2. Maintenant, si on prend la contrainte C1, c'est tous les points qui sont ici qui respectaient la contrainte C1. Donc, l'intersection de ces deux contraintes-là fait que les points qui respectent à la fois la contrainte C1 et à la fois la contrainte C2 sont tous situés ici. Maintenant, on va rajouter la contrainte C3. Et donc là, on voit que les points sont ici. Et maintenant, on rajoute la contrainte de positivité pour XA et XB. Et donc finalement, l'intersection de toutes ces contraintes fait qu'on obtient un polyèdre. Le polyèdre, c'est cette forme géométrique qui est ici, qui est déterminée par l'ensemble de l'intersection de nos contraintes, et ça représente l'ensemble des points qui respectent l'ensemble des contraintes. Alors toutes nos contraintes sont de type inférieur ou égal. D'accord? Ce qui fait que les points qui sont situés sur les frontières font partie de la solution. Alors, tous les points qui sont dans cette zone, on appelle ça, cette zone-là, on appelle ça la zone d'admissibilité, et tous les points qui sont à l'intérieur sont dits admissibles. Voilà. Alors là-dessus, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de trouver une solution qui maximise la valeur de notre fonction objectif. Au départ, on va avoir une solution triviale qui va être de dire qu'on ne va pas produire de produit du tout. 0xa, 0xb. D'accord? Donc, comme on aura une fonction objective qui vaudra 0, en fait, on va tracer une droite telle que le revenu vaut 0. Alors, 0, 0, c'est un point, d'accord, qui nous rapporte 0. Mais on peut déterminer un autre point de production, même s'il n'est pas possible, d'accord, qui nous rapporte un coût de 0, c'est-à-dire tel que la valeur de notre fonction objective, c'est 0. Donc là, la fonction objective, quand on va la tracer, on va dire 4xa plus 5xb, ça c'est notre fonction objective, on va dire elle est égale à 0. Elle ne nous rapporte rien. Et ça, c'est l'ensemble des points qui vont rapporter 0. Peut-être que ces solutions-là ne sont pas réalisables. Et en fait, regardez, quand on voit la droite de la fonction objective passer, elle intersecte notre polyèdre à un seul endroit, c'est le point 0, 0. Donc en fait, le seul point de notre fonction objective qui permettra d'obtenir un coût de 0,
c'est de produire 0xa et 0xb. Mais nous, on trace la droite. Et alors, la question qu'on va se poser, c'est mais comment faire pour que ma fonction objectif me rapporte, je ne sais pas moi, une valeur de 10. Donc, la question c'est comment trouver une solution pour que 4xa plus 5xb soit égal à 10. Et alors si vous regardez, vu que les coefficients sont strictement les mêmes, que la seule chose qui change, c'est votre membre droit, ça implique une chose. Ça implique que la nouvelle droite qu'on va tracer, 4xa plus 5xb égale 10 par exemple, sera parallèle à la droite qu'on vient de tracer avec 4xa plus 5xb égale 0. Parce qu'ils ont les mêmes coefficients. Et donc, là, ce que ça va nous permettre de faire, on a tracé la fonction objectif qui rapportait 0. Et on va tracer au fur et à mesure d'autres fonctions objectifs avec des valeurs de plus en plus grandes. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que c'est des droites parallèles. Donc, à partir de la première droite, graphiquement, à la main, vous prenez votre équerre, votre règle, et vous allez être capable de tracer des droites parallèles. Et donc, vous allez tracer des droites parallèles, des droites parallèles, des droites parallèles, et sachant qu'à chaque fois, vous augmentez la valeur de votre fonction objectif. Et donc, vous êtes en train d'optimiser ce que vous allez gagner. Et donc, à la fin, la solution optimale, ça sera quand votre fonction objectif intersectera votre polyèdre, soit sur le dernier point, là, vous voyez, soit sur votre droite qui représente une frontière. Un instant, s'il vous plaît, j'arrive. Je suis là. Alors, donc là, c'est vraiment manuel, c'est un travail manuel. On va tracer nos droites, on va tracer nos droites, on va tracer nos droites. Et chaque point qui correspond à une intersection de notre polyèdre et d'une des fonctions objectifs représente une solution admissible, réalisable de production. Par exemple, si je me mets ici, d'accord, là, j'aurai un objectif de 1100 et je sais que en produisant 0xb et donc combien là 1, 2, 3,5 ou peut-être un peu plus xa, alors j'aurai un objectif de 1100. Alors là, j'ai des problèmes d'échelle. Hein. Je crois qu'un carré, c'est une centaine de productions. Hein, d'accord ? C'est juste ça. Voilà. Donc, on va poursuivre. Et à la fin, vous voyez que la fonction objectif, la dernière droite que je vais tracer, elle passe par un seul point ici. Et donc, ce point par lequel on passe, si jamais on augmente la valeur de la fonction objectif ne serait-ce que de 1, on ne passe plus par ce point. Donc ça veut dire que ce point qu'on a déterminé graphiquement ici, c'est notre solution optimale. Et donc là, ici en l'occurrence, c'est une production de 300 xa et 200 xb. Donc c'est ça notre solution optimale. Cette valeur-là nous amène un profit de 2200. Voilà, et c'était ça qu'on recherchait. Voilà. Alors, le principe est presque idiot, en fait. Mais quand vous regardez toutes les petites étapes, c'est facile de se tromper. C'est facile de mal tracer une droite. Si vous tracez mal votre fonction objective quand elle vaut 0, bah nécessairement, toutes les fonctions objectives parallèles que vous allez tracer, elles seront erronées. Et donc, vous allez vite trouver un résultat qui sera lui aussi erroné. Donc, il faut être un peu psychorigide sur ça, parce que sinon, vous êtes sûr de vous planter.
Alors, bien sûr, on a des programmes. Là, je vous ai mis des contraintes inférieures ou égales dans le premier exemple de production. Mais on pourrait très bien avoir... Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, excusez-moi, j'ai mon robot qui s'est mis en marche. Donc, on pourrait très bien avoir des contraintes de type supérieur ou égal. On doit se débarrasser de tel produit, c'est impératif. On doit produire plus de... On doit consommer plus de temps de trucs. D'accord? Donc on peut très bien avoir des relations de type supérieur ou égal. Si on trace... Attendez. Si on trace les droites, la contrainte de supérieur ou égal, là, pour la contrainte verte, pardon, ici. D'accord? Ça fait que le demi-plan, au lieu d'être en dessous des solutions admissibles, il est au-dessus. Or, nos deux autres contraintes, celle-là, elle implique que notre solution, elle va être sur la gauche, et celle-là, en dessous. Donc, l'intersection de ces deux contraintes fait que la zone d'admissibilité, elle est ici. La contrainte ici propose une zone d'admissibilité qui est là, et donc vous voyez que l'intersection de l'ensemble des zones d'admissibilité qui respectent l'ensemble des contraintes est nulle. Et donc, ce programme linéaire-là n'a pas de solution. Alors, votre problème peut aussi être mal cadré, c'est-à-dire que parfois, on n'aura pas de solution optimale. Un exemple avec ce programme linéaire-là, qui va représenter celui-là. Alors, on a une contrainte de type supérieur ou égal et une contrainte de type inférieur ou égal. Donc, cette contrainte-là impose que les solutions sont supérieures ou égales, ici. Cette contrainte-là impose que les solutions sont inférieures ou égales. Donc, la zone d'admissibilité, là où vous avez des solutions, elle se trouve entre les deux droites. Mais vous voyez que c'est non borné. C'est-à-dire que l'espace entre les deux augmente, augmente, augmente. Et finalement, on va tendre vers l'infini et on n'aura pas de solution finie et on ne va pas pouvoir exprimer la valeur de la fonction objectif. Dans l'exemple de production sur les yaourts, je vous ai montré que on avait un point d'intersection entre la fonction objectif et notre polyèdre. D'accord? Donc je vous ai montré que finalement, on intersectait notre polyèdre avec la fonction objectif sur ce seul et unique point-là. Bien sûr, on pourrait avoir plusieurs solutions. Donc là, j'ai repris le même problème, il me semble. Je crois que j'ai juste modifié la valeur de la fonction objectif. D'accord? J'ai modifié les coefficients. En modifiant les coefficients, j'ai modifié l'orientation de la fonction objectif. En modifiant l'orientation de la fonction objectif, voilà le résultat. On a la première fonction objectif que je vais tracer. Donc on a toujours le même polyèdre, hein, des solutions admissibles. Mais cette fois-ci, vous voyez qu'en décalant et en décalant, ma fonction objectif va se superposer à l'une des contraintes. D'accord? Qui était posée. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'ensemble des points qui sont présents sur cette frontière, ici, représente une solution optimale. Et donc, chaque point va représenter une solution. Donc, on en a une infinité parce que sur un segment, il y a une infinité de points. Alors, ça, c'est bien beau, mais heureusement, on est un peu sauvé. On est un peu sauvé parce que si on intersecte un segment, enfin une droite, d'accord, et qu'on a une infinité de points ici, donc sur ce segment, on a une infinité de solutions optimales, on peut remarquer une chose, c'est que la fonction objective, quel que soit le point qu'on va prendre sur le segment, il aura la même valeur.
elle aura la même valeur, notre fonction objectif. Ça veut dire que, qu'on prenne ce point-là, ou ce point-là, c'est pareil. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a au moins 2 points en particulier qui vont être des points d'intersection de contraintes. Ce point-là et ce point-là. Donc, quand vous avez une infinité de solutions, eh bien, quel point vous allez choisir? Eh bien, au lieu de choisir des points arbitraires, choisissez des points d'intersection qui sont situés aux extrémités du segment. Donc, soit ce point-là, soit ce point-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette modélisation sous forme de programme linéaire et sur la résolution graphique? Ou je vous ai tué, ou vous êtes endormi? Non. C'est simple à comprendre. Alors, à comprendre, je pense que c'est très simple. Maintenant, à réaliser, je pense que c'est un peu plus délicat. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer un petit exercice. D'accord? Vous allez essayer de le réaliser. Et... Alors, attendez, il est où? Il est où? Alors, une des contraintes, hein, quand même, là, de cette résolution graphique, c'est que ça ne marche qu'avec 2 variables. C'est une grosse contrainte. Une très grosse contrainte. Parce que si vous avez 3 variables, ça voudrait dire que vous êtes en train de manipuler un espace en 3 dimensions, en fait. Je retrouve pas mon exercice. C'est bien ça. Attendez, je vais retomber dessus. Ah, je me demande s'il n'est pas dans le poli. Non. Ah, mais si, je sais où il est. Attendez. Voilà, il va être là. Voilà. Alors, est-ce que je peux présenter plusieurs diapos en même temps? Bon, tant pis. Alors, je vais partager. On va parler de choses intéressantes, hein, parce que moi, les trucs de production, c'est bien, mais il faut que ça serve. D'accord? Donc, on va parler du problème du brasseur. D'accord? Donc, le mec qui veut produire de la bière. C'est un homme bien. Donc, il peut produire 2 types de bière, de la bière blonde et de la bière brune. Alors, prenez des notes parce que, en fait, je pourrais pas vous afficher tous les slides en même temps et c'est un peu... voilà. Donc, la bière blonde, son prix, c'est 15 € par unité. Et la bière brune, c'est 25 € par unité. Ce qui est tout à fait normal, parce que la bière brune est bien meilleure que la bière blonde. Les amateurs de bière brune sont des gens bien, les amateurs de bière blonde, sont de l'autre côté. Alors ensuite,
on a 3 ingrédients qui sont à sa disposition. On a du maïs, du houblon et du malt. Hein, donc on reste sur le même type de problème de production, c'est juste les valeurs qui changent en fait. Hein. Voilà. Et attendez. Voilà. Pour une unité de bière blonde, il va devoir utiliser 2,5 kg de maïs, 125 g de houblon et 17,5 kg de malt. Pour la bière brune, il va utiliser 7,5 kg de maïs, 125 g de houblon et 10 kg de malt. Alors, il dispose en stock de 240 kg de maïs, 5 kg de houblon et 595 kg de malt. Bon, bah, modéliser ce problème sous forme de programme linéaire, déjà, et ensuite, essayer de faire sa résolution graphique. Je vous laisse quelques minutes pour essayer de le faire, et puis j'interrogerai quelqu'un au hasard. D'accord? Quelqu'un, je sais pas moi, par exemple. Non, je vais pas dire tout de suite d'ailleurs. Tiens. Ok? À tout de suite. Je vous laisse 2 minutes pour 5 minutes. Voilà, je vous rappelle, la blonde c'est 15 € et la brune c'est 25 €. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà réussi à me le modéliser sous forme de programme linéaire? Et je vois que Steven est un homme d'action et qu'il avait pris des screenshots, c'est très bien. Je peux donc enlever le truc. Et on va demander à quelqu'un de... Qui a dit que c'était facile tout à l'heure? C'était Maxime et Dorian, non? Monsieur, excusez-moi. J'ai rien dit, moi. Il y a que Paul et Maxime qui ont dit que c'était facile. Moi, j'ai rien dit. Mais... Monsieur, Oui? le slide, Attendez, il y a quelqu'un qui essaye de poser une question. non, c'est pas une question, c'est juste pour remettre le slide, s'il vous plaît, merci. Ah, mais regarde dans la conversation. Dans la conversation, il y a Steven D'accord. qui a fait des screenshots, justement.
Ouais, je vois, je vois. Merci, Steve. Bah, Steven, il est trop fort, tu vois. C'est un homme organisé. Ah ouais, carrément. Ouais, du coup, c'est pas lui qui va être interrogé. Moi, j'hésite, hein, vraiment entre Maxime et Paul. Vous votez pour qui, vous, les autres? Moi, je vote Maxime, monsieur. Paul, Et la Paul, puissance, direct. c'est pas comme ça. Ah, Maxime. Monsieur, Et Paul, monsieur, attends, un non. vote décisif, en fait, ça va être Paul. Paul, tu votes pour Paul ou pour Maxime? Paul Malinvaud, évidemment. C'est toujours moi qui ai le dernier mot. Hein. Bah, je vote pour Maxime. Hein. Voilà. Allez, Mais Maxime. alors là, c'est parce que je lui veux du bien. Je veux qu'il comprenne avant tout. Hein. Oui, bah, on a bien compris. Allez, Maxime, tu nous fais le programme linéaire, tu nous montres? Je suis en train de le finir sur papier, là, je vous l'envoie. Et puis pour la résolution graphique, on va demander à un matheux. Et je trouve qu'Alvard a tendance à beaucoup s'exprimer. Je trouve ça très bien. Et donc, je pense qu'Alvard va nous faire la résolution graphique. Bah justement, vu que je m'exprime beaucoup, faut trouver quelqu'un qui s'exprime pas pour lui laisser la parole. Non, 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 tu sais, moi, j'aime pas contrarier les étudiants. Tu as envie de parler, vas-y, vole. Exprime-toi, épanouis-toi, il n'y a pas de souci. J'ai pas envie. Ah bah là, c'est dommage. Non mais Maxime, c'est un ex-matheux. Ah, mais Maxime, Maxime, il va pleurer, tu sais. Là, il termine son truc et puis. Ou alors, Alvard, il faut vraiment que tu me trouves une autre victime. Hein. Bah vu que vous avez hésité entre Maxime et Paul, on choisit Paul, comme ça ils Non, sont non, non, du non, côté non, mieux. non, là, il faut un matheux quand même. Soyons équitables. À Cannes. Akan, relèves-tu le. Akan, il a voulu que je passe, en plus, c'est un très bon choix, je suis d'accord. Ouais, bon, bah voilà. Alors, il y a une petite subtilité, hein, parce qu'il y a des unités qui changent. Il y a des grammes et des kilos, donc. Est-ce que tu n'aurais pas une image moins lisible? Est-ce que tu peux la. On peut les pivoter là? Non. J'avais pivoté, mais elle l'a pas fait. Je la reprends et je vous la renvoie. Ouais, puis prends-la. Essaie de la prendre par-dessus et pas en. Sinon, c'est pas grave, tu sais, tu vas partager ton écran et tu vas le recopier sous Word. C'est peut-être presque plus simple. Comme ça, on est sûr, et s'il y a un problème, on va le réécrire. Alors, tu souhaites maximiser 15 O et U, c'est quoi? C'est blonde et brune, hein? C'est ça? Ouais, bon, Brune, c'est ça. Il y a le O de Ok. et le U de Brune. Donc, XBO fois 15 plus XBU fois 25. Ça, ok. Alors ensuite, dans les contraintes, on a que pour produire de la blonde, alors la première contrainte, c'est le maïs. D'accord? Donc on a 2,5 fois blonde plus 7,5 fois brune
inférieur ou égal à 240. C'est ça que tu as écrit? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, parce que je regarde le problème, hein, moi. Ensuite, on a le houblon. Donc 0,125 fois XBO, enfin de blonde, plus 0,125 fois XBU est inférieur ou égal à 5. Oui. Voilà. Et ensuite, on a 17,5 XBO plus 10 XBU inférieur ou égal à 595. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est toujours ça. Unité est supérieure ou égale à 0. On est d'accord. Donc là, le problème est correctement modélisé sous forme de programme linéaire, je suis d'accord. Mais aussi, il n'y a pas un problème d'unité, justement. Lequel? Pour le... Alors, c'est quoi le deuxième? C'est le houblon. Ouais. Là, c'est inférieur ou égal à 5, sauf que c'est 5 kilos et c'est des grammes qu'on utilise. Eh Ah ben, non, c'est 0, ouais, 125. on a mis 0,125 Excuse-moi. justement. Alors après, là, typiquement, tu vois, pour cette contrainte-là, vous êtes libre de le mettre comme vous voulez, du moment que vous respectez le truc. Ça aurait pu être tout en grammes. Donc ça aurait pu être 125 XBO plus 125 XBU, inférieur ou égal à 5000. D'accord? Là, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, hein. C'est vraiment à vous de voir. D'accord? Bon, bah du coup, à Cannes, est-ce qu'il est là, à Cannes? Oui, je suis là pour la résolution graphique. Ouais. Oui, bah, je vais faire du plus propre que je peux. J'ai pas de règles sous la main, mais oui, je vais faire ça oui, tout de suite. Bah, et fais-le en partageant ton écran. Comme ça, directement, si quelqu'un voit qu'il y a un truc qui va pas, il pourra en réagir. Parce qu'il nous reste que 8 minutes, c'est ça? Ok, du coup, je le fais sur PowerPoint. Ouais, ou ouais, enfin PowerPoint ou Excel ou ce que tu veux. Du moment que tu arrives à nous faire un dessin propre, même sur Paint, tu sais, ça peut être bien. Et partage ton écran, évidemment, hein. Vous voyez mon écran? Ouais, on voit, on voit. Ok, parfait. Du coup, donc la première contrainte, c'est supérieur à 0, donc on va la mettre en rouge, on va dire que c'est celle-là. Voilà. Ensuite, on trouve les deux premiers points de la première contrainte, c'est ça? Ouais, Pour tracer la droite de la première contrainte. Du coup, ça nous fait... Un instant, hein, s'il vous plaît.
Texte, texte, texte. Du coup, on a pour la première contrainte. Hum, 37,5 moins. Voilà. Du coup, bah, mais ça peut pas être précis du tout, hein, désolé. Non, mais t'inquiète, fais ce que tu peux, fais ce que tu peux. Ok. Du coup, imaginez que bah, je vais juste écrire pour visualiser. Et là, la pente de cette droite bleue, elle est de -3 du coup. Je sais pas si... Ouais. Voilà. Ensuite, pour la... Ok. Là, on a une pente de -1, du coup, ça descend moins vite. Et ça passe par -40. Ah oui, mais ça se trouve, elles se croisent les droites, monsieur. Et là, puisque c'est pas précis, je sais pas trop. Ouais, mais essaye de faire une graduation, tu peux pas? Ah, sur PowerPoint? Moi, je sais pas, ouais, t'es sur PowerPoint là? Ouais, c'est ça. Ah, Ouais. ouais. Là, sur PowerPoint, mais- je sais pas du tout comment faire une graduation. Monsieur, j'ai tracé, si vous voulez, je montre. Allez, vas-y, partage, parce que là, je sens que Alors, malgré la bonne volonté, c'est pas un problème, excuse-moi, mais c'est juste que effectivement, j'ai pas maîtrisé que vous donnez ce type d'exercice là à distance, c'était compliqué, ouais, effectivement. ouais, Vas-y, partage, s'il te plaît. j'ai arrêté Ouais. maintenant. C'est où le partage d'écran déjà? Ah, c'est bon. Vous voyez? Ah, je suis d'accord. Ah. Je suis tout à fait d'accord. Alors, t'as utilisé quoi pour tracer là? C'est l'application qui est sur Mac. Oh, ça y est, pas de pub. Bon, alors. Ouais, je suis d'accord sur la forme. Donc, la zone d'admissibilité, c'est tout ce qui est dans le polyèdre. Vas-y, montre-le. Ouais, c'est tout ça, voilà. Qui est en dessous de cette droite-là, en dessous du rose et à gauche du vert. Voilà. Et qui, bien sûr, est positif sur les deux axes. Et là, tu as tracé ta droite, enfin ta fonction objectif. Ça, oui. Voilà. Enfin, je crois que c'est ça. C'est ici, les expressions. Ok. Alors, vas-y, essaye de tracer des droites parallèles. Ah, ça, je sais pas comment faire. Bah, c'est la même droite, sauf que tu changes juste la valeur du membre droit. Ok, équation, multiplication. Je trace pour quelle valeur? Ah, bah, je sais pas, tu vas commencer pour 10. Non, pour 100, pardon. Pour 100.
c'est ça, l'expression. Voilà. Donc tu vois, là, tu as augmenté. Alors, tu vas faire pour 500. Voilà. Et puis, une valeur au hasard, tu vas faire 880. Quelle perfection. Wow. Voilà. Donc, essaye de choper les coordonnées de ce point-là. Celui-là. Ouais, c'est du à peu près 100 balles. Ouais. Alors, toi, tu as... Je vais zoomer. Alors, bon, après, hein, moi, j'ai dû... d'après moi, c'est 12. 12 et 28. Voilà, 12 et 28. Voilà, bah parfait. Parfait, parfait. Bah écoute, c'est une réussite totale. Bravo, Alvard. C'est vrai que c'est pas mal comme logiciel, ça. Est-ce que vous avez... Les autres, est-ce que vous avez connaissance d'un logiciel comme ça sous Windows? Non, mais il y a Ouais, GeoGebra. Il y a quoi? Il y a sous Windows, hein, GeoGebra. J'ai pas compris les gens. GeoGebra, il y a C'est sous en Windows. ligne. En fait. Attendez, un. GeoGebra. GeoGebra, ça s'écrit comment? Gebra. GeoGebra. Comme ça? Je sais pas, je vois pas. Ouais, ok. Bah, je regarderai. Voilà. Essayez d'installer des petits logiciels comme ça. C'est vrai que ça serait pas mal. D'accord? Parce que là, on va tracer des droites et c'est vrai que c'est compliqué si vous pouvez pas. Bon, bah écoutez, le cours est terminé. On fait une petite pause et puis après on se retrouve en PD. Et les gens qui sont dans mon groupe, on n'oublie pas que je vous dois 12 minutes précisément. Donc, ça durera un tout petit peu plus longtemps.